suis ravi, au nom de l'université également de la CRES, de vous accueillir sur ce webinaire qui s'inscrit dans la lignée des émissions que nous développons dans le cadre de notre Web TV spéciale économie sociale et solidaire depuis le mois de novembre de l'année dernière. Et ces émissions ont pour objectif de véhiculer, de produire, de communiquer, de diffuser de la connaissance et des bonnes pratiques sur l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez, nous sommes en période de confinement, période de crise sanitaire, de crise économique, voire sociale. Et il était important pour nous, durant cette période un peu surréaliste pour tout le monde, eh bien, de continuer à diffuser de la connaissance et également de pouvoir échanger avec nos entreprises et nos acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et historiquement, les relations entre l'ESS et les phénomènes de crise, qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles, eh bien, ont été longuement étudiées. L'ESS est bien évidemment touché, un peu comme tout type d'entreprise, mais ses capacités de résilience face à ces difficultés et également d'essor sont indéniables. D'une part, ces entreprises jouent un rôle un peu d'amortisseur de la crise, et ça, on le verra dans le cadre de nos échanges, de manière un peu transitoire, en réponse à l'urgence sur le maintien de l'emploi, sur la lutte contre l'exclusion, la prise en charge, par exemple, de la santé. Mais nous n'avons jamais autant parlé finalement de solidarité et d'aspiration au développement et à la construction d'un monde ou d'un développement socio-économique plus juste, plus équitable, plus durable et mieux régulé. Et sur cette approche un peu plus structurante et institutionnelle, nous partons du postulat que l'économie sociale et solidaire, via ses vertus, via son fonctionnement, ses statuts, ses modalités organisationnelles, peuvent être également une source d'inspiration prendre vers cette société meilleure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, à travers une série de webinaires, croiser des regards avec des acteurs d'horizons différents, de manière à faire émerger des propositions et des pistes de réflexion qui pourraient, pour la situation post-Covid, influencer ou inspirer certaines entreprises, certaines institutions, certains acteurs sur le territoire. Cette première émission, elle est consacrée aux entreprises, bien évidemment la base, ceux qui vivent au quotidien durant cette période, comme je le disais, un peu surréaliste, l'activité de crise et l'activité d'urgence et l'activité de l'économie sociale et solidaire. Je souhaiterais remercier messieurs Samuel Ablancourt et Jean-François Beaulieu de la CASASO, madame Sylvie Bruno de Titan Récup, madame Marion Yanou de Cyberrun, madame Sandrine Noah, directrice territoriale de la Croix-Rouge, monsieur Bruno Pichon, dirigeant d'AGAM, monsieur Didier Rivière, directeur général de la Mutualité de la Réunion, et monsieur Alexandros Zakaratos, excuse-moi Alexandros d'avoir écorché ton nom, qui représente la mouvance solidaire des étudiants à l'université de la Réunion. Je les ai invités pour bonjour à tous déjà, et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je les ai invités à plancher sur 3 thématiques que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire. Et la première thématique, nous entrons dans le vif du sujet, porte sur les initiatives innovantes que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire ont pu mettre rapidement en place pour répondre à l'urgence de la crise. La parole est libre, ou sinon je peux la distribuer. Sylvie, Bruno. Christophe, tu peux réouvrir son micro, s'il te plaît? Christophe? Vous avez la possibilité de prendre la parole en appuyant sur la barre d'espace de votre
de votre clavier. Votre micro est activé. Hein. Voilà, Sylvie. La parole est à toi de Titan Récup. Ah, on a un souci de son. Le temps que ça se mette en place. Bruno, Dagam, Oui, vas-y. oui, je veux bien décrire de façon la plus résumée possible. On est nombreux et voilà, je suis le fondateur de l'association AGAM. Sa nature est de récupérer des ordinateurs en prévention des déchets. Et ces ordinateurs vont avoir deux destinations: équiper les personnes démunies en informatique d'un ordinateur à moindre coût, voire en gratuité lorsqu'ils sont socialement très démunis, mais également les initier, équiper socialement c'est bien, mais aussi transmettre et apprendre les usages de l'informatique pour qu'ils rentrent dans cette culture numérique. Au passage, la gamme est un atelier chantier d'insertion, donc nous créons de l'emploi de réparateurs et de formateurs en informatique. Nous avons créé 16 emplois en un peu plus de 3 ans. En cette période de Covid, donc les deux volets, je vais commencer par la médiation numérique. Nous ne pouvons pas recevoir les publics et ça laisse beaucoup de gens perdus face au manque d'outils numériques pour leur démarche CAF, pour l'emploi, etc. Donc là, nous relayons un dispositif national où il y a un numéro d'appel gratuit, enfin au prix local, où des animateurs multimédia répondent aux situations au cas par cas. Donc n'importe qui peut appeler ce numéro. C'est un organisme de la MEDNUM, de la médiation numérique nationale, qui a mis en place et nous avons des animateurs qui participent à cette plateforme de soutien aux démarches administratives en ligne. Et l'autre aspect, il est plus matériel. Les enseignants se plaignent que beaucoup de scolaires sont isolés de l'école, puisque maintenant l'école est en ligne. C'est aux environs de 15% des scolaires de la Réunion qui sont éloignés, non équipés en informatique et parfois sans connexion. Donc, c'est au sein de familles avec des fratries de 4-5 personnes où il n'y a qu'un téléphone portable pour tout faire, tout ce qui est en ligne. Donc, nous avons plusieurs phases de distribution gratuite. Une première qui se fera lundi. Nous distribuons gratuitement 20 ordinateurs complets à des personnes identifiées par les services éducatifs de la ville du Port ainsi que l'éducation nationale. Et derrière arrivera un deuxième don gratuit toujours. C'est un don, ce n'est pas un prêt, hein, c'est vraiment un don à vie. Un deuxième don de 100 machines. Donc, les techniciens sont là en confinement, en effectif réduit et tournant, pour pouvoir préparer ces 100 machines qui seront distribuées ensuite. Remarque intéressante de ce deuxième don, c'est un partenaire privé qui nous soutient pour nous aider à faire ces travaux de réemploi, de reconditionnement, qui sont également coûteux et qui participent aussi à la livraison. Donc, les frais sont couverts par un mécénat privé, partenariat public-privé. Et voilà les deux actions que nous faisons, puisque le Covid a vraiment mis en avant un énorme problème d'éducation à distance pour de nombreuses personnes ni équipées, ni connectées, ni les deux. Merci Bruno pour cette présentation. Monsieur Didier Rivière, directeur général de la Mutualité de la Réunion, est-ce que la Mutualité, du coup, a mis en œuvre des interventions spécifiques au regard du Covid-19 et de la crise actuelle? Bonjour à tous. Oui, effectivement, la Mutualité de la Réunion, c'est un grand ensemble dans lequel nous avons plusieurs activités. Puisqu'il faut en choisir une et peut-être vous présenter une expérience un peu originale, je vais choisir ce sur quoi je vais venir. Tout d'abord, je rappelle que la mutualité, c'est une société de personnes et que la mutualité est au service de ses adhérents et que quand on parle de la mutuelle, la mutuelle, elle est constituée par les adhérents. Donc nous, à La Réunion, avec le président, nous avons fait le choix d'entretenir, de développer et de consolider un réseau d'ambassadeurs qui sont sur le terrain et présents dans la quasi-totalité des communes.
Donc, c'est un réseau de personnes adhérentes à qui dans lequel on a beaucoup investi en termes de formation, de sociabilisation, de développement des compétences, etc. Et c'est des personnes qui sont censées être qui sont le relais de la mutuelle sur le terrain lorsque nos adhérents sont confrontés à des difficultés, en particulier lorsqu'elles ont à faire face à un décès. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvé dans une situation totalement inattendue. Et voilà, cette richesse-là, aujourd'hui, encore démontrer, si besoin était, quelle est la valeur et la richesse qu'on peut tirer voilà, des relations et des liens qu'on peut avoir avec les personnes qui sont nos sociétaires. Et voilà, les ambassadeurs MUTA ont pris le relais, ont apporté leur pierre à l'édifice, qui pour voilà, aller déposer une paire de lunettes chez un adhérent quand voilà, c'était une situation qui méritait une attention toute particulière, aller déposer des piles. Il y en a qui sont allés faire des courses pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Il y en a qui sont allés simplement appeler des adhérents qui se sont retrouvés seuls depuis plusieurs semaines et avec la télé, parfois Freedom et peut-être les réseaux sociaux, mais pas pour tout le monde. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette possibilité d'avoir quelqu'un au bout du fil qui prend la peine de prendre du temps, d'écouter, de savoir comment ça va, on est voilà, dans l'ADN d'une mutuelle. Et aujourd'hui, ce choix que parfois certains considèrent comme un peu archaïque ou désuet, bien au contraire, voilà, la réalité nous démontre que voilà, c'est un choix gagnant et que l'entreprise, fût-elle mutualiste, est d'abord au service des gens et non pas les gens au service de l'entreprise. En fait. Voilà ce que je pouvais apporter comme premier témoignage. Alors, si vous voulez que j'aille plus loin, je peux donner d'autres exemples aussi, si vous voulez. Jérôme, ton micro est fermé. Merci. Je disais merci à M. Rivière pour cet exemple et je partage totalement son avis. Cette crise remet l'humain au centre de toutes les initiatives. Marion de Cyberrun, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Ernoult. Je suis directrice de l'association Cyberrun. Je vous présente en quelques mots l'association. Donc, Cyberrun, c'est une association locale qui se trouve à Trois-Bassins et qui se donne donc pour objet d'utiliser les outils du numérique au service du développement local. Donc, pour ce faire, on mène différents projets en lien avec cet objectif et qui vont se décliner sur différentes thématiques qui sont assez diversifiées. On va travailler sur des sujets comme la sauvegarde de la mémoire réunionnaise et du patrimoine immatériel. On va travailler sur le développement touristique des Hauts. On va travailler sur l'insertion via un atelier chantier d'insertion qu'on met en place sur le développement de sites web et d'applications mobiles. On travaille aussi sur la fabrication numérique et le recyclage. Et là, je vais y revenir. Et puis enfin, l'association aussi développe des prestations vidéo sur des enjeux liés à l'économie sociale et solidaire et au développement local. Donc, parmi toutes ces activités, je vais surtout vous parler d'un des projets sur lequel l'association travaille. C'est un projet qui allie du coup la fabrication numérique et les enjeux environnementaux via le recyclage du plastique. Donc, pour aller un peu plus loin, dans ce cadre-là, on travaille autour de la démarche Precious Plastic, qui est en fait une communauté mondiale. C'est une initiative d'un Néerlandais. Et donc, cette communauté existe dans de nombreux pays autour du monde et elle vise à démocratiser les process de recyclage du plastique. Donc, pour ça, en fait, la communauté, elle met à disposition en open source, donc c'est-à-dire en accès libre, des plans pour créer des micro-unités de recyclage de plastique. Et donc, les travaux qu'on a commencé à mettre en place dans l'association s'inscrivent en fait dans cette lignée. Et l'objectif pour nous, c'est in fine de contribuer à la fabrication locale d'objets issus de déchets plastiques, entre autres sur la fabrication de fils d'imprimante 3D, mais pas que.
Et pour nous, ensuite, l'objectif, c'est aussi d'essaimer à La Réunion ces micro-unités de recyclage. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on a développé au sein de l'association des compétences en conception et en impression 3D. Et on a aussi, du coup, fait l'acquisition d'une imprimante 3D. Donc là, c'était pour remettre un petit peu le contexte du projet qu'on a mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, puisque du coup, on va justement mobiliser ces compétences et ce matériel pour pouvoir contribuer à la gestion de crise. Donc, ce qu'on a mis en place, comme d'autres Fab Labs ou communautés de makers, on a lancé une production de visières de protection pour pouvoir équiper les professionnels de terrain qui seraient exposés au Covid-19. Donc, c'est important de dire que ce sont des équipements qui sont complémentaires à toutes les mesures qui peuvent être prises par ailleurs. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux. On est bien sur des équipements qui visent là à répondre à une situation d'urgence. Pour vous donner une idée un peu concrète de ce qu'on produit, donc les visières en question, elles se composent de deux parties. Il y a en fait donc un support qu'on imprime justement grâce à l'impression 3D qui va avoir une forme de serre-tête et on y associe une feuille de plastique transparente de type intercalaire qui va du coup permettre de protéger le visage. Donc, ce qui est intéressant sur ces équipements-là, c'est que c'est vraiment des équipements d'urgence qui ont été conçus par la communauté, donc par les communautés des makers, et dont les plans sont disponibles en open source, donc librement sur le net. Il y a plusieurs Fab Labs et plusieurs communautés aussi de particuliers qui se sont mobilisés sur ce type de projet-là. D'ailleurs, à La Réunion, et je les salue, il existe la communauté des imprimeurs solidaires du 974 qui, elle, réunit du coup les particuliers imprimeurs 3D qui donc se sont mobilisés aussi en ce sens. Donc voilà, c'est l'initiative que nous on a lancée donc dans ce contexte de crise. Actuellement, on est sur une production donc de ces visières. On l'a fait à petite échelle avec les moyens actuels. Mais on est en train de travailler au développement de cette capacité de production pour pouvoir répondre davantage aux demandes qui sont nombreuses. Voilà, pour une présentation succincte de ce qu'on a pu mettre en place à Cyberrun. Merci Marion pour cette présentation. Et ce que tu disais, du coup, me ramène aussi à la théorie ou à la logique des communs, où l'objectif, c'est donner un accès libre plus large à certaines technologies qui permettraient du coup d'aller un peu plus loin, notamment dans le termes de développement durable ou de logique de consommation. Avec cette démocratisation de l'imprimante 3D, on pourrait envisager d'autres modes de production ou d'autres modes de consommation répondant peut-être aux dérives d'une consommation de masse ou d'une production de masse et plus individuelle. Voilà. Donc, effectivement, il y a toute une économie de la réparation qui peut se mettre en place à des échelles micro. Si on imaginait que les entreprises qui fabriquent, par exemple, de l'électroménager mettent systématiquement en ligne de façon accessible les plans 3D des pièces d'usure. Je sais que certains le font, mais pas tous. Mais effectivement, ça pourrait être une piste de généralisation. Ça donnerait effectivement beaucoup de perspectives à de nouvelles formes d'économie et, comme tu disais, Jérôme, de pallier du coup à ces difficultés liées à la surconsommation. Oui. Merci Marion. On va rester sur le domaine de la protection. Est-ce que Sylvie est prête à prendre la parole? On n'entend toujours pas Sylvie. En attendant que ça se répare, Sandrine Noah de la Croix-Rouge. Oui, bonjour. Donc, par rapport à la question, au-delà des activités
des activités classiques est maintenue par rapport aux établissements. Pour répondre à la crise Covid-19, la Croix-Rouge française à La Réunion a mis en œuvre plusieurs actions qui mobilisent à ce jour 450 salariés et bénévoles sur le territoire. Un service de conciergerie solidaire Croix-Rouge chez vous, qui est un dispositif qui s'adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d'isolement social. Ils appellent un numéro vert qui est disponible 7 jours sur 7, de 10h à 22h, et peuvent bénéficier à la fois d'une écoute et d'un soutien psychologique, mais aussi de commander des produits de première nécessité, ainsi que de se faire livrer les médicaments à domicile dans le cadre d'une convention que nous avons avec l'Union pharmaceutique. Ce dispositif est opérationnel sur l'ensemble du territoire réunionnais et il apporte une réponse à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés pour s'approvisionner. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce service avec le service de l'aide alimentaire, hein, qui là est encadré par une prescription sociale qui continue bien sûr d'être maintenue au vu de la situation conjoncturelle de la Réunion. Nous avons aussi ouvert un centre de desserrement, alors ce n'est pas très élégant, c'est un centre d'hébergement spécialisé sous convention avec la préfecture et l'agence régionale de la santé. Il est situé dans l'est de l'île et il permet de fournir un hébergement, entre autres, aux personnes atteintes du Covid-19 qui sont sans logement, mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Donc, elles y sont prises en charge 24 heures sur 24 par un médecin, des infirmières, des travailleurs sociaux. Donc, voilà. On a aussi déployé tout ce qui est information, sensibilisation, en particulier avec l'accueil des passagers à l'aéroport. Depuis le début de la crise, on apporte un appui au service de l'État, puisque je rappelle que la Croix-Rouge française est auxiliaire des pouvoirs publics. Pour tous les passagers qui arrivaient de métropole, on les accueillait et les orientait. On est présent sur l'aéroport de Gilo avec les volontaires Croix-Rouge française et on avait mobilisé une quinzaine de personnes qui avaient été préalablement formées au Covid. On a aussi été présents et nous sommes présents sur des centres de confinement qui ont été mis en place par les pouvoirs publics dans l'ouest de l'île pour les passagers placés en quarantaine. Donc, afin de leur apporter un soutien, de distribuer les repas, de permettre le respect des distanciations sociales, de faire de la distribution de colis, de courriers qui viennent de l'extérieur. Et nous avons bien évidemment maintenu nos services de proximité auprès des plus démunis, avec une augmentation des maraudes dans certaines villes comme sur Saint-Pierre, une ouverture de maraudes 2 jours sur la Possession. Nous avons aussi maintenu des dispositifs type Croix-Rouge sur roue pour aller dans les écarts. On continue à se rendre sur Sillaos pour faire de l'aide alimentaire, pour apporter un soutien aux personnes. Sur La Platte aussi, sur Platte-Saint-Leu, nous nous rendons. Et nous avons maintenu évidemment tous les accueils de jour pour personnes sans abri afin de permettre d'avoir accès à l'hygiène. Il est important aussi de penser à nos personnes âgées en situation d'isolement, puisque que ce soit au travers du service de soins infirmiers à domicile ou au travers du service des tutelles, nous sommes confrontés régulièrement à des personnes âgées qui sont soit sous majeur protégé, soit qui bénéficient de services de soins, mais qui pour certaines sont seules à leur domicile. Je vous rappelle que pour une personne âgée, la situation d'isolement peut générer un syndrome de glissement et qui est exacerbé avec le stress lié au confinement. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre un accompagnement spécifique de ces publics âgés, isolés, qui en ont grand besoin. Et tout ça, bien évidemment, se fait en lien avec l'État, la région, le département, les municipalités et d'autres acteurs associatifs ou privés dans un cadre structuré. Et afin de répondre aussi à cette crise, puisque on a mis en place une grosse cellule de crise avec un cluster de zones, le cluster de zone Océan Indien, qui regroupe un directeur des opérations zonales, dans lequel nous avons aussi le président de la délégation territoriale de Mayotte, ainsi que le directeur territorial de Mayotte,
Et pour la réunion, le président du COMEX et moi-même, d'autres personnes y sont présentes. Ça permet d'avoir une dynamique harmonisée et structurée. Et c'est important aussi de ne pas s'éparpiller, de ne pas aller dans tous les sens en ces temps de crise et d'avoir des canaux de communication, des canaux d'information et surtout des validations de mise en œuvre qui soient collectives et qui ne partent pas dans tous les sens. Et en interne, pour l'ensemble de toutes les activités que nous avons donc une cellule de crise en plus qui se tient 2 fois par jour, le matin et le soir, pour faire le point sur les actions à mener au quotidien, évaluer les nouveaux besoins s'ils existent et potentiellement être force de proposition pour répondre à des nouveaux besoins ou de nouvelles sollicitations, puisque nous sommes extrêmement sollicités. Voilà. Merci Sandrine pour la description de ce que vous faites à la Croix-Rouge durant cette période de crise. Je vais passer la parole à Alexandros de l'Université de La Réunion. Oui, donc nous, au niveau de l'université, donc on a au niveau de l'association Solidarité étudiante Réunion, on possède une épicerie solidaire donc pour les étudiants et un snack pour les étudiants, donc qui est en complémentarité du Crous de La Réunion. Donc pendant la période de crise, on a dû fermer le snack pour pouvoir respecter tout ce qui est mesures d'hygiène, de sécurité, etc., qui ont été mises en place voilà, pour pouvoir préserver la santé des étudiants et de tout le monde. Et donc, on a pu ouvrir, par contre, exceptionnellement l'épicerie. Donc, actuellement, on a ouvert 4 fois l'épicerie pour permettre aux étudiants de venir se ravitailler pendant la période de crise. Donc, normalement, nous, on a à peu près 4000 étudiants qui viennent fréquenter l'espace par mois, c'est-à-dire 1000 étudiants par semaine. Donc là, on est à 250 étudiants à peu près par semaine lorsqu'on ouvre l'épicerie. Donc, on touche presque tous les étudiants qui restent en CTU, puisqu'on ouvre exclusivement pour les étudiants en CTU. On a pu, pendant la période, donc là, on a pu distribuer gratuitement du gel hydroalcoolique aux étudiants grâce à l'Université de La Réunion qui nous en a donné, mais aussi grâce à Isotier, Mascarin et Châtel, puisque eux aussi nous ont apporté du gel hydroalcoolique pour qu'on puisse le distribuer gratuitement aux étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de continuer sur l'optique de prévention et d'économie sociale et solidaire. On a aussi pu distribuer des préservatifs et du gel lubrifiant aux étudiants pendant la période donc, de confinement. C'est quelque chose qui est important puisque ça fait toujours partie de la prévention santé et donc c'est un axe qu'on essaye de maintenir même pendant cette période de crise. Et dernière chose qu'on a pu aussi distribuer gratuitement aux étudiants, et ça a pu permettre de contribuer justement à garder la pêche pendant cette période de crise, c'est des chocolats. Grâce à un partenaire qui nous a offert des chocolats gratuitement, on a pu les distribuer gratuitement aux étudiants. Et donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils découvrent qu'ils ont un petit ballotin gratuit, ça leur fait plaisir et ça donne aussi le sourire aux lèvres. Donc, c'est sûr que ça permet de mieux vivre, on va dire, le confinement. Il faut savoir aussi qu'on a une convention avec l'Université de La Réunion et le Crous de La Réunion qui nous permet de travailler avec les assistants sociaux des deux structures. Donc, un étudiant qui a un problème financier va pouvoir se rendre au niveau de l'assistance sociale. Après étude de son cas, va pouvoir se voir attribuer un bon de 50 € ou 200 € en fonction de ses difficultés financières et il pourra venir acheter tout ce qu'il a besoin à l'épicerie, sachant qu'on a une liste de produits qui ont été établis avec la diététicienne de l'université pour quand même permettre à l'étudiant de ne pas acheter n'importe quoi et toujours faire attention justement à la santé des étudiants. Voilà à peu près pour ce qu'on a pu faire pendant cette période pour le moment et voilà nos services qu'on a pu aussi réaliser jusqu'à présent. Merci Alexandros. Parole parce que du coup, les initiatives se sont également réalisées au niveau des structures représentatives, des têtes de réseau, des centres de ressources.
je passerai la parole à Casasso, donc soit à Jean-François ou à Samuel. Plutôt Jean-François en premier, si ça ne gêne pas. Oui. Alors, merci. Alors, juste pour revenir sur le concept de Casasso, hein, qui est issu de la conférence régionale de la vie associative et d'engagement de décembre, autour de cette conférence, le mouvement associatif avait décidé de dire, bon, allons essayer de mutualiser un peu nos moyens en termes de centres de ressources avec les différents partenaires, et on a appelé ça Casasso. Donc, c'est un groupement de partenaires avec des compétences. Et arrive la crise et un certain nombre de textes de loi, une avalanche d'ordonnances, des textes, et les associations qui ne savent plus trop où ils en sont. Ils savent seulement qu'il faut fermer et que rester confiné. Donc, il y avait un besoin, une demande d'information extrêmement importante. Autant les associations structurées avec des ligues, des comités ou autres qui ont un service fédéral qui leur permet de répondre à un certain nombre de questions assez rapidement, autant au niveau des associations autres, eh bien, il fallait faire jouer la solidarité. Et là, on a actionné le concept Casasso avec Samuel de la Ligue de l'enseignement et le CRAGEP afin justement de répondre aux questions de ces gens. Et donc, on a mis en place un webinaire, une plateforme qui se réunit toutes les semaines. Ce matin, nous étions à la sixième session et où on répond à un certain nombre de questions. Et les premières questions qu'il fallait répondre, bien sûr, c'était sur les activités partielles, comment, qui, etc. et apporter un certain nombre d'informations aux associations. Puis après, on a continué comme ça la semaine d'après avec comment, puisqu'il y a eu des nouveaux textes qui sont sortis concernant la vie associative, la gouvernance, et notamment sur un certain nombre de souplesses par rapport aux assemblées générales ou autres. Voilà. Donc, toutes les semaines, il y a une thématique spécifique. Ce matin, c'était la culture. La fois d'avant, c'était les outils numériques. Donc, toutes les semaines, on essaye de… Et on a à peu près 90, 50 personnes qui viennent s'inviter à nous, et différentes, suivant ce qu'ils veulent entendre. Et puis, on a mis aussi en place, toujours Casasso, au niveau un site Internet. Voilà. Donc, techniquement, Samuel va pouvoir vous repréciser tout ça. Et nous, on va continuer là-dedans et synthétiser tout ça pour mutualiser et engranger toutes les connaissances qu'on a pu avoir pour faire remonter ça pour l'après-crise. Voilà. Samuel, merci Jean-François. Une question à Samuel, une question très, très technique, entre guillemets. Quelles sont un peu les remontées des associations, les thématiques sur lesquelles travaillent, réfléchissent, se soucient les associations en cette période de crise économique ou crise d'activité? Bonjour. Alors, désolé, ça c'est les soucis du direct. Il y a une moto qui vient de passer au ralenti et j'ai rien entendu. Mais ma question portait sur les thématiques qui préoccupent aujourd'hui les associations. D'accord. Alors, en fait, du coup, je vais répondre par la genèse vraiment de cette plateforme qui s'est montée très rapidement, en fait. On a créé le site internet casasso.org en quelques jours. Donc l'idée pour nous en fait c'était vraiment de recenser en fait tous les documents, toutes les ordonnances, tous les outils qui sont parus en très peu de temps et du coup qui répondaient à un certain nombre de questions qu'avaient les associations à ce moment-là. Donc pour nous c'était vraiment apporter de la cohérence et éviter vraiment le millefeuille d'informations. Et du coup démultiplier les canaux de diffusion. Alors les premiers éléments qui ont été remontés par nos associations, en fait, ce sont des éléments liés au problème de trésorerie, en fait, de non-visibilité aussi sur leurs activités. Là, je remonte du coup à l'époque du 17 mars. Et
Et en fait, c'est vraiment de ce constat-là qu'est partie notre dynamique, donc cette mise en commun de nos énergies afin de créer un événement régulier, une plateforme de soutien qui permet en fait vraiment de recenser toutes les demandes et ensuite de répondre au mieux selon les compétences des différents, comment dire, des différentes structures qui composent Casasso par rapport à une question spécifique d'une association. Donc, pour l'instant, les problématiques qui ont été relevées n'ont pas réellement changé. Malgré les annonces qui arrivent au fur et à mesure, il y a toujours un manque de visibilité qui ressort assez régulièrement au fil des jours lorsque les associations nous remontent des infos. Donc, c'est toujours autour des problèmes de trésorerie et de non-visibilité de l'activité des structures associatives. On essaie vraiment de répondre au mieux à toutes ces questions-là. On essaie d'évoluer aussi, on avance au fil de l'eau et du coup, le collectif est là pour répondre à toutes ces questions-là. Merci, merci Samuel. Sylvie, on peut t'entendre? Ah, je voudrais qu'elle désactive. Non, toujours pas. Non. Du coup, je vous propose de passer à la thématique numéro 2. La crise impacte bien évidemment les entreprises de l'économie sociale et solidaire à double titre, comme nous venons de le voir. Les entreprises de l'ESS connaissent un relatif succès puisqu'on redécouvre la solidarité et parce que, comme je le disais dans mon introduction, l'économie sociale et solidaire a un peu ce rôle temporaire de gestion d'urgence de la crise sanitaire, également sociale, voire économique, quand il y a un rassemblement de têtes de réseau comme Casasso. Mais les entreprises de l'ESS, comme toute autre entreprise, connaissent également des difficultés en termes d'activité. Nous connaissons des associations qui ont des activités économiques et qui sont aujourd'hui également au ralenti. Mais que ce soit dans une croissance d'activité ou que ce soit dans un ralentissement d'activité, comme on l'a vu au travers d'un certain nombre d'exemples, par exemple à la Mutualité ou avec Sandrine Noah à la Croix-Rouge, il y a un certain nombre de spécificités de l'économie sociale et solidaire qui permettent de faire face à ces situations. Il y a le collectif au sens interne, mais également au sens externe. Il y a la non-financiarisation, qui peuvent protéger également sur des mises en réserve. Donc, je souhaiterais questionner les entreprises ici présentes qui ont été invitées pour intervenir afin d'échanger sur les modalités d'organisation qui vous ont permis très rapidement soit de faire face à des problématiques d'activité ou soit de faire face à une croissance d'activité. Donc là, je laisserai la parole libre dans un premier temps, celui qui souhaiterait présenter ces démarches organisationnelles. Personne ne souhaite se lancer. Bon, je désignerai du coup monsieur… Je peux. Oui. Non, Marion, je peux démarrer s'il faut un volontaire. Oui, donc par rapport à effectivement l'impact sur l'organisation qu'a eu la crise et puis comment on a pu s'adapter. Nous, à notre niveau, effectivement, la crise, elle a eu pour impact premier de ralentir nos activités. Puisqu'effectivement, même si on travaille beaucoup autour du numérique, malgré tout, nos activités nécessitent un travail de terrain assez important, puisque, par exemple, dans le cadre de notre pôle vidéo, on est sur le terrain pour des tournages, des organisations de projection. Dans le cadre du pôle sur l'économie circulaire et le recyclage, on organise des ateliers autour de la récupération et de l'économie circulaire, donc avec aussi du public. Dans le cadre de nos activités tourisme, on travaille sur la mise en réseau des acteurs de terrain. Donc voilà, effectivement, malgré l'entrée numérique de l'association, on a été aussi impacté dans notre activité quotidienne. Donc, comme la plupart des activités étaient un peu à l'arrêt, c'est pour ça que l'association s'est demandé comment on pouvait contribuer à la gestion de crise à notre niveau.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand l'initiative a été lancée, proposée au sein de l'association, les bénévoles et les salariés ont considéré comme un devoir, en fait, que la structure apporte sa part à la gestion de crise. Et c'est ça que je veux souligner, c'est que aussi la force de nos structures, elle réside aussi dans l'adhésion des membres à des valeurs, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient bénévoles. Et en l'occurrence, nous aussi, c'est cette adhésion à des valeurs qui a permis de mobiliser tout le monde dans un temps restreint et du coup d'être aussi réactif pour monter l'action. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Et par ailleurs, c'est vrai que nous, dans ce qu'on a mis en place, il y a vraiment des valeurs et des forces de l'ESS qu'on peut mettre en valeur. C'est celle de la coopération et de la mutualisation. Parce qu'effectivement, nous, si notre projet qu'on a mis en place donc de production des visières, c'est un projet parmi ceux de la communauté des makers. Et si on a pu le faire aussi rapidement, c'est grâce à la logique de partage de l'open source dont on parlait tout à l'heure, et du fait qu'on a une communauté qui va capitaliser, relayer les ressources créées, et donc d'être dans cette logique de partage. Donc la coopération, elle a été vraiment primordiale pour mettre en place ce projet-là. Et en l'occurrence, c'est vraiment des valeurs qui sont des valeurs socles de l'ESS. Voilà. Après, en termes d'organisation à proprement parler de notre côté, comme je le disais, nous, dans un premier temps, on réalise cette action avec le matériel et les ressources à disposition. Notre enjeu, ça a été de s'adapter rapidement. Donc là, on a une production qui se fait à petite échelle, puisque l'impression 3D, malgré toutes ses qualités, reste un process assez lent. Et donc, on mobilise actuellement un bénévole et un salarié de l'association. Mais dans un deuxième temps, on s'est rapidement mis en ordre de marche pour pouvoir déployer l'action à plus grande échelle. Et donc, on est en train de faire des demandes de soutien pour acquérir du matériel supplémentaire. Et là, c'est vrai qu'en termes d'organisation, sur ce second temps, notre idée, ça va être d'inscrire donc le développement de cette production dans le cadre du chantier d'insertion que nous portons actuellement, qui travaille d'abord sur le développement web et le développement d'applications mobiles, mais où là, l'idée va être de mettre en place une sorte d'activité d'urgence au sein de cette ACI, au moins le temps du confinement. Voilà. Bon, après, très concrètement, nous, pour pouvoir passer sur cette deuxième phase, l'enjeu principal va rester, comme certains l'ont dit, sur la trésorerie, puisque pour pouvoir investir rapidement, on va avoir besoin effectivement de ces apports-là. Donc voilà, réorganisation de l'activité, oui, adaptation aussi, et puis surtout, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment l'importance de la mobilisation des membres, qu'ils soient salariés et bénévoles. Voilà. Après, c'est vrai que si je prends une minute de plus, on a souhaité aussi que cette action spécifique, elle trouve son sens dans les projets à venir de l'association. Que ce soit pas simplement quelque chose qu'on met en place à l'instant T. Et c'est vrai que, comme la crise, là, on en parlait tout à l'heure, a donné à voir la portée, le potentiel de ces technologies de fabrication numérique, notamment l'impression 3D. Ça permet d'être extrêmement réactif. Aujourd'hui, c'est très accessible puisque le particulier y a accès soit à son domicile, soit via les espaces ouverts que sont les Fab Labs. Il y a une grande capacité d'innovation qui est permise par ces technologies-là. Et quand elles sont liées à une logique de coopération, du coup, on voit que c'est ça qui permet d'apporter des solutions rapides dans les situations de crise. Donc, c'est vrai que nous, ça nous a conforté dans un des projets qu'on va mettre en place, à savoir un chantier d'insertion, donc un deuxième, visant cette fois à proposer donc toujours de l'activité à des personnes éloignées de l'emploi, mais en axant le projet autour des compétences de fabrication numérique qu'on retrouve dans l'univers des Fab Labs. Et l'idée sera là donc d'axer l'activité sur la création de prototypes, mais en mobilisant au maximum des matériaux de récupération, et notamment les déchets plastiques en lien avec le projet dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, nous on pense comment on a pu adapter l'organisation et comment on envisage aussi d'inscrire ce projet-là, dans cette action-là dans nos projets futurs.
Lettre d'exclamation. Voilà, je laisse la parole. Merci, merci Marion. Je vais noter pour ça, parce que comme je suis dans le champ, J'ai un micro. Oui, Jérôme, on ne t'entend pas? Jérôme, ton micro ne marche pas. Oui, une question à Monsieur Didier Rivière de la Mutualité. Comment une entreprise telle que la Mutualité de La Réunion, au regard de l'impact que le confinement aurait pu avoir sur votre activité, a pu faire face à une continuité du coup de vos interventions en termes d'organisation? C'est vrai que ce séisme-là nous a fait sortir un peu de notre zone habituelle de confort et de notre rythme de croisière, parce qu'il nous a fallu en quelques jours mettre 150 personnes en télétravail, faire des prouesses pour acheter des ordinateurs portables pour ceux qui n'en avaient pas, surmonter des difficultés imprévues sur des systèmes qui sont censés fonctionner en théorie, mais quand on passe en pratique, il s'avère que même si on paye le service, il y a un truc qui ne marche pas. Voilà, ça nous a permis de découvrir un peu certaines choses. Mais bon, on a réussi à surmonter ce premier cap. Ensuite, il a fallu aussi faire preuve de pédagogie, expliquer aux collaborateurs qui ne pouvaient pas avoir recours, qui ne pouvaient pas se retrouver en situation de télétravail, que la solution, c'était de venir au bureau. Donc ça, c'est aussi globalement bien passé et d'une manière générale, je n'ai pas éprouvé de difficultés ou de situations où il a fallu rassurer, etc. Mais les gens se sont rendus compte qu'il y avait tellement de bureaux vides et qu'on pouvait aussi travailler de manière sécurisée. Ça s'est globalement bien passé. Par contre, il y a des secteurs d'activité, par exemple, nous, dans les pompes funèbres, où là, il y a eu un fort impact psychologique vis-à-vis des collaborateurs qui ont encore plus qu'ailleurs, je pense, ont eu des craintes pour leur vie. Donc, durant les 3 premiers jours, ça a été une session de pourparler pour arriver à trouver une issue, pour adapter les protocoles, pour respecter les demandes des familles, pour respecter les cérémonies, etc. Donc ça nous a demandé une grande souplesse, une grande agilité. Mais on a réussi à s'en sortir. Mais tout ça, ça a aussi été possible parce qu'il y a quelques années, la Mutualité de La Réunion, on a fait des choix qui, je pense, aujourd'hui sont payants. C'est des choix qui sont coûteux, qui vont peut-être un peu aussi, parfois, à l'encontre de ce que font les entreprises capitalistes. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix de garder en interne tout ce qui est l'activité informatique. Tout notre centre de contact et aussi c'est aussi nos collaborateurs. Voilà, on a un centre de contact une vingtaine de personnes qui travaillent dans nos locaux, etc. Ça nous a permis aussi de conserver la faculté de répondre à des demandes, alors que le réseau physique a été au ralenti au cours des premières semaines. En fait, il a fallu s'adapter. On avait déjà planté des graines qu'il a fallu arroser pour qu'elles nous permettent de nous appuyer sur les nouveaux fruits qui étaient en fait présents, qu'on n'utilisait pas, mais c'est des ressources qui étaient déjà disponibles en fait. Donc avec tout ça, on avait réussi à faire un cocktail qui nous a permis pour l'instant après avoir été secoué, de se relever, de se remettre à marcher. Et puis maintenant, on va reprendre la ligne de départ pour recommencer à courir. Voilà. Merci, monsieur Rivière. Bruno, je sais que l'organisation est interne, comme on vient de le voir avec monsieur Rivière et également avec Marion. Mais je sais que Agam a une organisation interne, mais aussi une organisation externe, c'est-à-dire un collectif avec un certain nombre de partenaires qui vous ont aidé à répondre rapidement, partenaires privés ou publics qui vous ont aidé rapidement à répondre aux besoins que vous aviez identifiés. Oui, mais si tu me permets, avant, je voudrais peut-être te répondre à ta première thématique de la façon la plus succincte possible concernant comment est-ce qu'on s'en est sorti, ou on essaye de s'en sortir dans cette période plutôt de difficulté, parce qu'on est dans l'ESS, donc le E, économie de l'ESS est important. La gamme fait partie aussi de réseau de l'insertion par l'activité économique, l'IAE, qui est chapeauté au niveau régional par l'URSIAE. Et nous avons le délégué régional qui est avec nous. Peut-être son avis peut être intéressant pour cet équilibre en temps instable.
Pour simplifier, nous avons 30% de notre activité qui est marchande, donc économique, donc commerciale. Ici va se poser la problématique que retrouvent toutes les entreprises privées, essentiellement de la trésorerie. Un chômage partiel, c'est énormément difficile à obtenir ces indemnisations. Pour vous donner une idée, dans notre structure, 30%, ça correspond aux fonctions d'encadrement, aux fonctions d'encadrant technique, au fonctionnement de la structure, électricité, les prestataires comptables, bref. Ces 30% permettent d'équilibrer la gamme. Et c'est vraiment des gros problèmes de trésorerie. Donc, il y a des mesures d'amortissement que je voudrais saluer. L'État a fait beaucoup, mais peut-être pas assez. C'est très bien de repousser les charges sociales et patronales de quelques mois, mais dans quelques mois, elles seront là et elles viendront s'accumuler avec les autres. Donc, quand on n'a pas de chiffre d'affaires, ça serait quand même une doléance que je remonte avec d'autres acteurs économiques. Ça serait aussi peut-être de suspendre les charges sociales et patronales. Donc, beaucoup de choses se font comme ça. Et après, l'autre volet des 70% est, lui, subventionné par les collectivités. Donc, pour acter plutôt le social et le solidaire. Là aussi, ce service public, il est aidé. Mais les projets qui ont été accordés fin 2019 pour être mis en place en 2020 ne peuvent pas se faire. Donc, pas de projet, pas de bilan et du coup, pas de financement. Et tout ça va être reporté sur la fin de l'année dans un délai court pour faire, je dirais, le face-à-face social. Donc, voilà, je voulais remonter un peu ces difficultés économiques. Et par contre, pour ce qui est des réussites, enfin, ce qui se passe très bien dans la distribution collective d'ordinateurs, ça fonctionne parce qu'on est vraiment un collectif, une chaîne où il y a des donateurs des collectivités, des particuliers ou des entreprises qui donnent des ordinateurs. Déjà, là, il y a un geste RSE et également économie circulaire qui est enclenché. Il y a aussi des associations qui peuvent nous aider pour stocker, pour être des points de récupération de ces ordinateurs. Nous, on va faire le reconditionnement. Et ensuite, il y aura encore de l'aide avec des associations qui vont livrer à domicile les ordinateurs reconditionnés. Les privés agissent, ils ont besoin d'aider sur leur territoire. Nous, le prochain lot de 100 ordinateurs, c'est un mécénat de ZEOP qui est sur le territoire du port et qui veut aider les portois. Donc, ils participent par des finances au fonctionnement de cette chaîne. De façon générale, si vous regardez, cette période de crise permet à des privés d'engager une démarche sociale. Quand vous voyez, on a parlé d'Isotier qui fait des bouteilles de gel hydroalcoolique. Vous avez des hôtels privés qui hébergent des personnes en confinement extérieur. Vous avez des personnes qui donnent des repas, des chaînes de restauration qui donnent des repas gratuitement aux plus démunis. Donc, apparaît vraiment là une solidarité où on mélange l'ESS et l'économie classique pour le bien commun. Et c'est là où germent, comme disait M. Rivière, des graines qui pourraient après donner d'autres valeurs à notre façon d'entreprendre, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient économiques. Merci Bruno. Je crois que Samuel voulait prendre la parole. Oui, effectivement, Jean-François, je commence si ça ne t'aime pas. Ok. Bon, je le prends pour un oui. Alors, en fait, effectivement, du coup, je voulais juste revenir comment ça s'est organisé assez rapidement, le collectif Casasso. Je rappelle juste les structures qui étaient vraiment à l'initiative de cette démarche au début. Donc, il y avait le CRAGEP, il y avait la CRES, le mouvement associatif, le CRIJ, la Maison des associations de Saint-Benoît, Prodige et bien sûr la Ligue de l'enseignement. Donc, très rapidement, on a défini en fait des cadres d'intervention stratégiques pour le tissu associatif. Et
comment on l'a réfléchi? On s'est dit tout simplement qu'on allait proposer une solution pour toutes les associations qui en ont besoin, donc pas que les associations affiliées. Donc c'est vraiment sur une démarche volontariste. Bien sûr, on est structure de l'éducation, enfin de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup de structures parmi nous sont issues de l'éducation populaire et on est vraiment sur des valeurs fortes. On est vraiment pour que la culture, enfin pour une culture de la participation et du pouvoir d'agir. Et c'est vraiment sans motivation pécuniaire. Franchement, je tenais quand même à le souligner et poussé vraiment par un collectif que ça s'est organisé très rapidement. Donc, au niveau des cadres stratégiques qu'on a pu définir, en fait, dans un premier temps, c'est vraiment des missions d'orientation et d'accueil de premier niveau pour toutes les structures associatives. Ensuite, on a un volet communication qui a été développé, comme je vous l'ai dit précédemment, assez rapidement avec le site internet Casasso, cas-asso.org, et par la mise en place d'un outil qui est quand même très régulier, qui est le webinaire. Et d'ailleurs, l'animateur, il est quand même assez sympa, l'animateur de ce webinaire-là. Voilà, il a un joli sourire et une petite coupe de cheveux sympa. Mais tout ça, ça peut pas être mis en place sans vraiment la participation de notre, on va dire, cadre stratégique d'intervention, une communication qui est menée alors, on va dire de manière magistrale par notamment alors notamment par la CRES, on va dire. J'ai pas envie de citer Frédéric Holloré pour ne pas le nommer, mais vraiment qui nous a donné vraiment un gros coup de main dès le départ pour organiser vraiment comment on s'organise et comment on structure vraiment la dynamique de groupe sur cette plateforme. Ensuite, ce qu'on propose également à travers cette plateforme, en fait, c'est un deuxième niveau d'intervention, un niveau d'intervention, on va dire, qui relève plus de l'expertise, avec un soutien au niveau RH, montage de projet, on va dire des réponses sur les financements, sur l'organisation de la vie statutaire pendant la crise du Covid-19. Et surtout, en fait, ce qui est super intéressant dans cette dynamique-là, c'est que toutes les actions que l'on met en place et qui sont remontées via la plateforme, ça va nous servir en fait pour alimenter, on va dire pour alimenter tous nos outils, pour éventuellement faire notre rôle de plaidoyer qui va être porté par le MAR et la CRES. Et d'ailleurs, je tenais quand même à rajouter un petit point sur ce volet-là, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de questionnaires qui ont commencé à circuler pour nous faire remonter des informations, mais comme on reçoit 1 milliard de mails en ce moment avec la crise, donc on a décidé en fait toutes les têtes de réseau du coup qui naviguent autour de Casasso, de centraliser tout ça à travers une enquête flash qui va être disponible dès demain pour pouvoir vraiment mesurer quels ont été les impacts, pouvoir relever quelles sont les inquiétudes à venir et pouvoir vraiment proposer une synthèse des difficultés que l'on a rencontrées et qu'on va certainement rencontrer à l'issue de ce confinement. Autre chose aussi qui est super intéressant de souligner, c'est que cette dynamique qui a été mise en place, en fait, on pense vraiment qu'elle va continuer. Donc, ça a permis en fait d'accélérer les synergies de mutualisation et de co-construction entre ces différentes structures et dans une logique en fait de proposition de solutions au tissu associatif. Jean-François, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais simplement, tout en amont du projet de loi, le plaidoyer que le mouvement associatif a pu faire au niveau national, c'est de faire reconnaître les associations ayant une activité économique. Ce qui permet aujourd'hui, même si on entend qu'il y a des mesures en direction des entreprises et tout, mais dans la loi, il y a bien spécifié associations ayant une activité économique, ce qui n'était pas très clair au départ. Merci pour cette précision, Jean-François. Alexandros, vous voulez également prendre la parole?
Oui, je voulais revenir sur les impacts positifs ou négatifs qu'a pu avoir cette crise sur les différentes structures. Nous, personnellement, donc il y a eu un impact négatif, que ce soit sur la structure ou pour les étudiants. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu le dire, nous, c'est 75% des étudiants qu'on a perdus, puisque en règle générale, voilà, par semaine, donc on a 1000 étudiants environ. Là, on est à 250, ce qui est très peu. Donc, il y a les étudiants qui sont énormément impactés. Et aussi au niveau de la structure, puisque voilà, il y a aussi des salariés, il n'y a pas que des bénévoles, et donc il y a voilà, des salaires, des charges sociales. Nous, on a aussi une AOT, le loyer des locaux à payer, donc on a des redevances. Donc tout ça, c'est des sommes qui sont peut-être décalées, par exemple pour les charges sociales, comme on disait tout à l'heure, Monsieur Pichon de la gamme, mais voilà, à un moment ou à un autre, ça va arriver. Donc il y a un réel problème financier qui, même s'il est retardé, va être impactant à un moment ou à un autre. Et donc, il faut pouvoir s'y préparer. Donc ça va vraiment mettre la structure, je pense pas être la seule en difficulté. Et donc voilà. Par contre, c'est vrai que on a pu avoir quand même on va dire pour y remédier, un côté positif grâce à l'appui des bénévoles, puisqu'on a quand même un réel appui de la part des bénévoles qui viennent, qui permettent d'ailleurs l'ouverture de l'épicerie pendant ces temps durs. Donc on a les bénévoles qui sont là, et on a aussi un appui partenarial, puisqu'on a des conventions grâce à l'université et au Crous qui nous permettent donc de garder la tête hors de l'eau. Et puis voilà, partenariat, comme je le disais tout à l'heure, avec Mascarin, Isotier, Châtel, qui vont nous donner du gel hydro, la RPS qui nous donne des préservatifs, Mon Choco qui va nous donner des chocos. On va avoir des partenariats un peu à droite, à gauche. En fait, si on peut retenir quelque chose de cette crise, c'est que l'ESS, c'est aussi un peu du bricolage, hein. On va chercher à droite, à gauche. On va demander un peu à tout le monde, est-ce que tu peux me donner un coup de main? On a réussi grâce aux élus, à des élus, d'avoir des masques, chose qui est important pour pouvoir ouvrir, puisque il faut pouvoir protéger les bénévoles. Donc on va mettre des masques, on va se laver les mains régulièrement, et donc je pense que sans l'aide de tout le monde, aujourd'hui on ne pourrait pas aider les étudiants. Donc c'est l'ESS, c'est ça aussi, hein. C'est tout le monde se donne la main, et là sans ça, je peux vous assurer qu'en tout cas, ça aurait été très compliqué de pouvoir ouvrir ces derniers temps, quoi. Voilà. Merci Alexandra. Ce que tu appelles bricolage, moi j'ai tendance à l'appeler compétence. C'est une compétence spécifique à l'économie sociale et solidaire relevant de l'innovation sociale au niveau de l'organisation également. Sylvie, je pense qu'on va enfin pouvoir t'entendre. Je te propose de rattraper ton retard, de nous expliquer les domaines d'intervention durant cette crise de Titan Récup et comment vous vous êtes organisé pour pouvoir y faire face, ou si cette crise vous a également impacté économiquement. Écoutez, nous sommes atelier chantier d'insertion, et nous avons un atelier qui a comme support d'activité la couture. Et donc, tout naturellement, il y a une quinzaine de jours, on a été sollicité par des organisations qui souhaitaient nous commander des masques, et on n'était pas du tout sur cette idée-là, puisqu'on n'était pas certain qu'une confection artisanale pouvait apporter un soutien pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Donc, on s'était vraiment retenu pour aller sur ce terrain-là. Et c'est le CHU qui nous a un peu, au départ, poussé pour être sur une fabrication qui pourrait leur apporter, enfin, qui pouvait, il y a une quinzaine de jours de cela, qui pouvait vraiment leur apporter un soutien. Donc, on a cherché sur quel modèle travailler. Donc, ils nous avaient préconisé au départ sur un modèle du CHU de Grenoble, et pour finalement s'arrêter sur le modèle de l'AFNOR qui est paru le 27 mars dernier. Et là, on est sur un guide d'exigence où nous sommes sur une confection qui pourrait vraiment apporter un soutien aux entreprises qui désiraient redémarrer leur activité dans le cadre d'un plan de reprise d'activité, mettre en place un protocole
interne. Et ce dispositif de masque en tissu qui est vraiment un masque barrière, hein, c'est loin d'être un masque FFP2. Ce dispositif vient en complément de ce que pourra mettre en place l'entreprise, tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire le respect de la distanciation et bien d'autres éléments, le lavage des mains avec les produits adaptés. Enfin, le masque tissu ne pourra être qu'un complément pour permettre à l'entreprise de reprendre l'activité sereinement, entre guillemets, en respectant bien évidemment tout ce protocole pour une reprise sécurisée, entre guillemets. Donc, nous avons bien évidemment depuis 10 jours mis en place en partenariat avec la DIEC et l'URSIAE, on a créé donc une plateforme de réception des besoins en travaillant avec le MEDEF, la Cité des dirigeants, donc qui nous envoie au fur et à mesure. La FASOI aussi nous a envoyé énormément de besoins des entreprises. Et donc là, la gymnastique, c'est de pouvoir planifier, alors réceptionner les besoins, planifier les livraisons en rapport avec les besoins les plus urgents, entre autres le CHU, la clinique des Flamboyants, enfin tous ces secteurs de la santé qui est prioritaire pour nous, où on essaye vraiment de leur livrer par vague hebdomadaire un nombre suffisant de dispositifs pour pouvoir pallier aux besoins urgents. Le besoin est énorme, on croule sous les demandes. Nous sommes en train parallèlement de travailler avec les institutions pour pouvoir faire valider au niveau national notre prototype, donc qui est parti vers le SGAR pas plus loin qu'hier. Et donc, nous attendons un retour impatiemment pour nous confirmer dans l'utilité de continuer à produire ces masques et à apporter un réel service aux entreprises qui souhaiteraient redémarrer. C'est très compliqué sur le terrain. Je vous avoue que ce n'est pas une mince affaire d'être sur un challenge de fabriquer 2000 produits par jour avec 2 ateliers de couture. Il faut être partout sur l'approvisionnement des matières qui devient de plus en plus compliqué avec les fournisseurs, suivre la production sur les différents sites, faire en sorte à ce que le matériel ne nous lâche pas en route et être au top, quoi. Donc, quand on a fait notre journée de travail technique le soir, on réserve notre temps entre 20h et minuit à traiter toutes les demandes, à faire des réponses, à planifier les livraisons ou des mises à disposition sur nos sites des prélèvements des besoins des différentes entreprises. Donc, c'est très, très compliqué, mais on y arrive, on garde le cap, c'est un challenge pour nous et on part du principe où il y a un besoin, donc il faut le pallier. Et on continuera à se battre pour pouvoir apporter ce service dans les meilleures conditions. Et avec le soutien, bien évidemment, de toutes les organisations qui gravitent autour de nos activités, principalement la DIEC, et puis l'URSIAE, M. Boval, qui est parmi nous aussi, peut le confirmer, que ce n'est pas très, très simple pour lui, et il le dira, je le laisserai prendre la parole pour l'exprimer, que ce n'est pas très simple de gérer une logistique de différents ateliers, chantiers d'insertion, support, couture, et suivre la capacité des uns et des autres, c'est très compliqué. Mais en tout cas, pour notre part, on essaye de faire le maximum, et on est en progression quasi à l'instant de notre capacité. Je vous dis, on est là à la date d'aujourd'hui à 2000 masques par jour. Merci Sylvie. Je vous propose de passer à la troisième thématique avant les échanges avec l'assistance. Je vous avais invité à rêver, entre guillemets, même si je ne suis pas sur une dimension utopique. C'est de dire, dans une perspective d'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire,
au regard des pratiques qui sont les vôtres aujourd'hui dans cette conjoncture particulière, dans quelle mesure on pourrait s'inspirer de l'économie sociale et solidaire pour aboutir à une société un peu plus juste, équitable, mieux régulée, de par exemple, la démocratie. Et c'est à partir de là, finalement, qu'on pourra travailler peut-être un certain nombre de réflexions, de propositions. Donc, Sandrine, on t'a pas entendu sur la deuxième thématique. Est-ce que, du coup, tu peux nous partager ton point de vue pour la troisième? Je veux bien, ouais, pour la troisième thématique, il me semble que derrière toute crise, il y a toujours un cadeau caché. Et le cadeau caché a été évoqué durant la deuxième partie de ce webinaire, qui est en fait la dynamique de solidarité, la dynamique d'engagement qui s'est mise en place. Cette solidarité et ce partenariat à tout niveau, qu'il soit public, privé, qu'il soit financier aussi, puisque je rappelle tout de même que l'État, la région, le département ont quand même beaucoup contribué et continuent à contribuer au soutien d'énormément d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des sponsors privés. Donc, je n'aurais pas la prétention de dire j'ai fait un rêve, mais il me semble que si on arrivait à maintenir cette dynamique partenariale et en allant au-delà de la dynamique du partenariat, mais en allant dans une dynamique d'alliance. L'alliance, ça ne veut pas dire manger les uns, mais laisser la place à chacun. C'est comme dans un couple. Il y a des différences, il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des blonds, il y a des bruns. Mais arriver à se mettre dans cette dynamique d'alliance et de continuer à avancer tous ensemble dans un intérêt commun pour derrière pouvoir vraiment répondre à une dynamique, un besoin et une réponse au social, pouvoir mesurer notre impact social et l'utilité sociale de nos actions me semblerait pertinent. Après, en termes de modélisation, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, de novateurs. L'économie sociale et solidaire, me semble, est agile, adaptable. Après, vous, chercheurs, penseurs, vous êtes en mesure de nous modéliser cela, à la fois en partant de votre étude de terrain, mais à la fois en vous appuyant sur toutes les théories que vous maîtrisez très certainement mieux que moi en tout cas. Pour autant, je pense qu'on peut modéliser quelque chose de différent. Après, j'ose espérer, et en tout cas à la Croix-Rouge, on ose espérer que ça permettra peut-être moins de velléité de pouvoir, moins d'ambition et de volonté de part de marché, moins de place à l'ego. Le moi jeune n'a jamais apporté grand-chose et plus de place à l'humain dans son entièreté, mais humain avec humain, entreprise avec entreprise et pas entreprise contre entreprise. La nuance est importante. Voilà. Je pouvais partager avec vous. Merci Sandrine pour ta contribution. Monsieur Rivière de la Mutualité, vous souhaiteriez contribuer, apporter votre vision? Je veux bien, à la condition que vous reformuliez la question, s'il vous plaît. Oui, bien évidemment. La troisième thématique porte sur l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire dans quelle mesure ces vertus, les pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui pourraient influencer un développement socio-économique ou territorial un peu plus équitable, juste, et peut-être influencer les autres entreprises. Vaste sujet. Alors, je ne sais pas si j'ai la prétention, si quelqu'un a la prétention de pouvoir y répondre, parce que je pense que actuellement, il y a beaucoup de, en tout cas, à défaut de considérer ça comme des certitudes, mais ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant qui a été ébranlé. Donc, moi, si je devais répondre à cette question, c'est un avis qui engage que moi. Je pense qu'il faut revenir il nous faut revenir, enfin, d'une manière générale, à des choses qui sont simples, en fait, qui sont simples. Pas forcément suivre les mirages des mots un peu valises, genre innovation, etc. Parce que quand on cherche à innover, je ne sais pas si on ne perd pas de vue le réel, le moment dans lequel on vit et on vise à un idéal, en fait. Alors que les gens,
ils vivent pas en théorie, ils ont besoin qu'on leur apporte des réponses au quotidien, qu'on réponde à leurs besoins et qu'on trouve des solutions en ayant une finalité sociale. Donc ça, je pense que ça fait déjà partie de l'ADN voilà, des structures qui composent l'économie sociale. Ensuite, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont dit, mais peut-être pas forcément verbalisé de la façon suivante. Je pense que plutôt que d'essayer de faire des plans, des projets, avoir une vision, aller demander des financements, c'est peut-être le moment de se dire, voilà, on est à La Réunion, alors regardez qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, dans le placard, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour apporter, voilà, aujourd'hui des réponses à des réponses personnalisées aux Réunionnais, parce qu'on est sur le territoire de La Réunion. Et là, je pense que en utilisant ces quelques principes généraux, ces quelques piliers, on serait vraiment ce qu'on prétend être, sans forcément viser un idéal dans lequel voilà, il est toujours facile de faire des discours, parce que les discours, les gens, je crois qu'ils y croient plus trop. Donc voilà ce que moi je pourrais dire à ce sujet. Merci pour votre contribution, M. Rivière. Alexandros, vous voulez la parole? Oui, donc moi je voulais revenir donc voilà sur comment on pourrait donc institutionnaliser l'ESS au final, donc en post-Covid. Donc je pense que il y a on a réussi avec une grande rapidité à pouvoir créer un mouvement solidaire entre les entreprises, à l'intérieur des entreprises et entre les collectivités, vraiment tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait donc réussir à maintenir dans le post-Covid. Problématique qu'on avait posée, c'était que comment réagir alors que les gens vont reprendre le travail, les gens vont avoir beaucoup moins de temps à consacrer justement à réaliser des actions bénévoles solidaires. Donc ça, c'était une problématique. Donc il faudrait réussir à trouver donc la réponse que je n'ai pas encore, mais qui reste en suspens et qui permettrait, je pense, de fidéliser du bénévolat et justement de mettre le SS à l'honneur. Et deuxième chose que je voulais dire, c'était qu'il y a beaucoup de dispositifs de livraison d'aide à la personne qui sont mis en place et qu'il faudrait réussir à pérenniser. Il y a beaucoup de personnes qui sont en position fragile, qui sont vulnérables, que ce soit des personnes d'un certain âge ou sans domicile fixe, qui ont en ce moment même un accompagnement, mais il faudrait pouvoir pérenniser cet accompagnement après la crise. Il ne faut pas juste pendant la crise, voilà, on vient, on vous accompagne et après, voilà, vous vous débrouillez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'il faut en avoir conscience pour pouvoir justement peut-être réussir à mettre en place des actions de l'ESS beaucoup plus couramment. Je pense qu'il faut vraiment réussir à mettre en place des dispositifs et pérenniser ces dispositifs sur l'accompagnement des personnes, en tout cas des personnes qui sont fragiles. Voilà. Merci Alexandros. Sandrine, vous voulez reprendre la parole? Oui, très rapidement. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit M. Rivière et Alexandros, parce que pour moi les deux ne sont pas incompatibles. En l'occurrence, bien évidemment qu'il est important, essentiel et fondamental d'être en proximité des personnes et en particulier des personnes les plus démunies, de monter des dispositifs qui répondent à leurs besoins, mais il me semble tout de même qu'il faille modéliser des choses, qu'il faille malgré tout avoir un idéal, c'est pas incompatible du tout. Il faut être dans l'action, maintenir les actions pertinentes qui auront eu un véritable impact social durant cette période de crise. Donc, si on ne mesure pas cet impact social, on peut mener toutes les actions qu'on veut, mais elles seront toujours décousues. Et pour moi, il me semble que ça n'a pas vraiment de sens de mener des actions éparses et décousues si on veut vraiment asseoir quelque chose sur un territoire tel que celui de La Réunion en faveur
de l'ensemble des Réunionnais, qu'ils soient démunis ou pas, mais en l'occurrence pour les plus fragiles. Et c'est quand même important de s'appuyer sur autre chose que de la pratique et de la mise en œuvre. Il y a toute cette dynamique d'évaluation à faire parce qu'il y a eu des tas d'actions, il y a des choses extraordinaires. Il y en a qu'il va falloir pérenniser parce qu'elles ont répondu à des véritables besoins. Et il y en a certainement d'autres qu'il faudra potentiellement abandonner parce qu'elles n'auront pas répondu à des besoins. Donc, je rejoins Alexandros quand il dit que certains services qui ont répondu à l'isolement des personnes devraient bien évidemment perdurer, mais ça ne pourra pas se faire sans cette dynamique d'alliance. Moi, j'insiste lourdement sur la dynamique d'alliance, donc la théorie des alliances. Alors, bien sûr, il faut toujours s'appuyer sur un corpus scientifique, même quand on est dans l'action, même quand on est dans le social. Sans corpus scientifique dans le social, on ne pourra pas avancer, on sera sur du one-shot et on perdra en légitimité, on perdra en poids. Et l'union fait la force, hein, c'est pas de moi. C'est pas que du discours, c'est une réalité puisque aujourd'hui, on l'a vu et tout le monde l'a évoqué, on a une grosse mobilisation, une très grande mobilisation. Alexandros parlait des bénévoles et pas que. Les gens se sont mobilisés, se sont impliqués. Alors oui, allez-vous me dire, aujourd'hui, ils sont peut-être en situation de non-travail, mais pour autant, comment on va pouvoir maintenir cet engagement, cette très belle mobilisation et comment on va pouvoir, j'insiste encore, la modéliser. Voilà. Et je ne dis plus rien. Merci pour ces compléments très intéressants. D'autres intervenants souhaiteraient prendre la parole à ce sujet? Oui, Jean-François. Oui, je voulais dire que la crise a mis en évidence un certain nombre de nouveaux métiers, a mis en évidence et reconnaître un certain nombre de métiers qui étaient invisibles jusqu'à maintenant. Et tout le monde s'accorde à dire que, en fait, le modèle économique d'aujourd'hui, il faut faire un reset là-dessus et peut-être revoir totalement pour qu'on soit beaucoup plus centré sur une économie réelle, avec une petite touche écologique, sociale, endogène. Et c'est seulement à partir de là qu'on pourra, et avec toutes les valeurs qu'apporte l'économie sociale et solidaire. Et on est pleinement dans cette démarche-là. Voilà. Samuel, merci Jean-François. Samuel, vous voulez prendre la parole également? Oui, effectivement, je voulais prendre la parole, mais juste après les beaux mots de notre président, je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur. J'ai une petite question qui n'a rien à voir en fait avant de répondre à la question. Est-ce que c'est Didier Raoult qui est connecté parce que je vois qu'il y a Didier R. Bon. Je pense pas. Mais bon. Non, en fait, c'est pas Didier Raoult. C'est Didier Rivière. Non, c'est Didier Rajoux. Didier Rajoux, ok, parfait. Super. Non, alors en fait, j'aimerais du coup placer un mot que j'aime bien le placer en ce moment, c'est coopétition. Pourquoi du coup j'aime bien le placer? Parce que du coup ça exprime un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pas se cacher aussi qu'il y a parfois une espèce de compétition. On est parfois aussi en structure de l'ESS sur les mêmes champs d'action ou même sur les mêmes marchés. On a remarqué aussi que du coup, en ce moment, on essaie quand même de bosser ensemble malgré des divergences d'action, on va dire, oui, même s'il y a un peu de compétition, on essaie quand même de prendre en compte les identités de chacun. On essaie de travailler quand même ensemble, vu qu'on est quand même structure de l'ESS et qu'on partage un certain nombre de valeurs. Donc, je pense que ce vocable-là s'applique carrément à ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer après. Ensuite, j'ai une double vision que j'aimerais partager. Dans un premier temps, c'est une vision au niveau, en tant que chargé de mission vie associative de la Ligue d'enseignement, en tant que tête de réseau. Alors, on a constaté effectivement qu'on a une approche, nous, où on va surtout soutenir la vie associative en mettant à disposition un certain nombre de ressources, en essayant d'aider les structures associatives à monter en compétences. Et les structures associatives ne demandent que ça.
Donc, on est plus sur on va dire une sorte de hiérarchie un peu égale aussi avec nos associations, même en tant que tête de réseau, puisque du coup, on apporte des ressources, mais on se nourrit aussi des actions qui sont mises en place sur le terrain par les associations. Donc, c'est vraiment intéressant cette nouvelle dynamique et on prend aussi en compte les nouvelles formes d'engagement au sein de nos associations. Donc, les engagements à l'action, non plus. Alors, on ne va peut-être plus comptabiliser de la même manière aussi l'engagement des personnes qui s'inscrivent dans des actions associatives. Avant, vraiment, on avait plutôt une approche où on comptabilisait les personnes qui étaient affiliées à une structure associative, qui mettaient en place des actions, qui aidaient en fait l'association tout au long d'une période. Et on assiste à l'heure actuelle à d'autres formes d'engagement où les personnes donnent le temps qu'elles ont envie de donner. Pas nécessairement à une structure, mais qui peut être du coup fragmenté entre plusieurs structures. Et on essaie de prendre en compte ces nouvelles formes d'engagement et de les valoriser aussi à travers nos différentes têtes de réseau. Et ensuite, à titre personnel, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que effectivement, j'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est numérique. Et ce que je constate en fait, c'est qu'en ces périodes de confinement, on utilise pas mal le numérique. On commence aussi à beaucoup parler d'open source, d'open education. Je ne sais même pas s'il faut le dire en anglais ou en français des fois. Mais du coup, ouais, donc on parle vraiment comme tu l'as dit, de commun et de mise en commun en fait de connaissances comme on est en train de faire à l'heure actuelle. Et moi, je suis persuadé en fait que le numérique demain, ça va être l'un des outils en fait qui va nous servir de connecteur, d'une nouvelle façon de se connecter, d'interagir socialement. Et c'est l'ESS en fait qui pourra certainement apporter et mettre du sens à ce qu'on est en train de faire. Donc, on ne sera pas vraiment au service du numérique, mais le numérique va être un biais en fait de connexion entre les différentes personnes. Donc, c'est ce que je voulais rajouter, c'est ma petite contribution. Très belle phrase, Samuel, de conclusion. Et comme tu parlais de numérique, je vais passer la parole à Bruno. Je veux bien laisser mon tour à Philippe, si tu le permets, qui a demandé la parole avant moi. Philippe Beauval. OK. Merci. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je salue l'initiative des uns et des autres et je rejoins effectivement les valeurs auxquelles nous sommes attachés au sein de l'ESS et notamment sur l'ancrage du dispositif de l'insertion par l'activité économique. Et je vais essayer en quelques mots de traverser les trois thématiques que tu as soulevées tout à l'heure, Jérôme, en commençant d'abord par saluer l'initiative des acteurs qui sont sur cette plateforme déjà et puis ceux aussi qui sont absents aujourd'hui et en faisant un zoom, donc un focus sur nos structures, sur les adhérents qui sont à l'URCAE, l'URCAE étant, pour ceux qui ne le savent pas, un acronyme disant que nous sommes l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, c'est un dispositif, on va dire, qui œuvre avec environ une soixantaine de structures sur les différents modèles. Notamment, aujourd'hui, on parle beaucoup des ACI, puisque nous avons aujourd'hui de beaux exemples devant nous, autant avec Cyberrun, autant avec Titan Récup et autant avec AGAM sur ce volet, notamment par rapport à la crise sanitaire. Et là, je voudrais en arriver véritablement au fond même du problème et aussi avec nous aussi au sein du dispositif. Il faut savoir que c'est un dispositif qui aujourd'hui, pour la grande majorité, est encore en activité partielle, excepté forcément les structures qui se sont véritablement investies comme AGAM, comme Titan Récup, Audace, Andarun et la phare également sur le volet textile. Et je vois que c'est là aussi, j'en profite pour dire que c'est aussi la force de notre réseau aujourd'hui de pouvoir répondre à des commandes notamment, puisque Sylvie le disait tout à l'heure, je pense qu'en regardant les tableaux, nous sommes environ, à titre de production, environ à plus de 50 000 pièces.
Et ça, c'est un travail acharné, je peux vous le dire. Nous sommes en coordination avec les différents acteurs, autant avec les acheteurs, autant avec ceux qui fabriquent et autant avec la DIECT. Et là, il ne faut vraiment pas oublier le rôle de l'État qui a été véritablement présent dans ces actions de soutien, en augmentant le nombre d'heures des salariés en insertion, en mettant en place d'autres postes, en essayant de trouver des solutions pour les approvisionnements, etc. Donc c'est véritablement une belle dynamique qui s'est installée au sein des adhérents déjà, parce que bon, ça lie quand même nos adhérents. Et c'est pour vous dire que aujourd'hui l'ESS, l'IAE, nous sommes en train de changer de visage, et cette crise, elle nous prouve que nous sommes en train de changer de visage. Alors, ça a commencé bien évidemment après que Borrello nous ait sorti son rapport « Donnons-nous les moyens de l'inclusion ». Hein. C'est arrivé, nous sommes aussi, il faut le comprendre, dans une réforme aujourd'hui, dans des réformes, et ces réformes, effectivement, elles nous poussent à épouser, et de plus en plus, ce que nous appelons, nous, le marché classique. Nous entrons aujourd'hui dans des partenariats avec, par exemple, la CPME, hein, par exemple, le CAE, donc on est véritablement dans le marché avec des acteurs aujourd'hui économiques qui se rendent compte que non seulement l'insertion par l'activité économique et tout ce qui touche au domaine de l'ESS, eh bien, ça les intéresse parce que ça produit de la compétence. Hein, je n'irai pas dans les chiffres, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si nous allions continuer sur notre lancée par rapport aux années précédentes, dans les 3 premiers mois, nous étions déjà à 5000 personnes qui travaillaient sur le dispositif, alors que c'était des chiffres en fin d'année 2018, je crois. Donc, ça veut dire que la crise, effectivement, ça a un impact, hein, ça crée énormément de problèmes, et notamment on commence à le voir sur les trésoreries et des structures qui sont quand même assez fragilisées. Il est vrai que les têtes de réseau, qui soient le chantier école, qui soit du CORAS, qui soit du CNLAQ et d'autres qui sont en satellitaire sur ce dispositif, eh bien, s'interrogent, posent des questions à l'État. On le voit souvent sous la restitution de forme de questions-réponses où là, eh bien, on traite de l'activité partielle, on essaie de traiter des problèmes qui sont inhérents aujourd'hui à cette problématique du Covid-19, mais néanmoins, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une émulsion, qu'il y a une dynamique, qu'il y a des liens qui se retissent et que l'ESS et l'IAE prend toute sa place. Et je pense que dorénavant, et ce sera peut-être le mot de fin, je pense que aujourd'hui, de plus en plus, il y a une volonté sociétale de certains acteurs qui, jusqu'à présent, œuvraient dans le marché classique en se disant on ne fait pas attention à l'économie solidaire et sociale, hein, c'est un peu cette nébuleuse qu'on avait oubliée, et on s'aperçoit justement, notamment avec l'appel national hein, du gouvernement en termes de solidarité, etc., on retrace tout de suite et on rejoint les valeurs essentielles de l'économie solidaire et sociale. Voilà, ça va être mon mot de la fin. Merci. Merci Philippe pour ton intervention et pour ton engagement légendaire. On a dépassé le temps qui nous a été imparti. Je propose du coup de passer la parole à Bruno, et ensuite eh bien, on conclura les échanges. Oui, merci. Ben, moi, Sandrine, je suis un optimiste. Alors, je voudrais rêver. Je voudrais être rêvé, et même je pense qu'on n'est pas loin de passer du rêve à la réalité. Parce que pour moi, cette période a mis en avant une possible fusion entre l'ESS et l'économie qu'on dit classique, le terme étant l'économie formelle, où vous allez avoir à la fois, parce que le dénominateur commun de ces activités, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient commerciales, c'est également l'emploi, c'est également l'insertion, et c'est à partir d'un emploi qu'on se reconstruit dans la vie, qu'on regarde devant, qu'on a un projet, qu'on peut fonder famille, hébergement ou autre. Donc, si on arrive, et c'est impulsé, il faut le dire, par le gouvernement, à ce que les entreprises formelles aient de plus en plus une démarche sociale et sociétale, et que les entreprises sociales et solidaires aient une part économique,
on peut trouver un moyen de fusionner. Je vais prendre un exemple, hein, la grande distribution alimentaire et pourquoi pas même la petite distribution alimentaire aurait tout à gagner à ce que ces invendus soient proposés à des boutiques solidaires, à des restaurants solidaires, à des distributions de rue. Et inversement, une structure de l'économie sociale et solidaire pourrait mettre son économie dans un secteur, c'est le cas de la gamme, qui va s'occuper d'ordinateurs d'occasion à bas prix, que ne fera jamais un magasin d'informatique qui ne vend que du neuf. On est vraiment complémentaires, on est dans un partage de valeurs économiques et de valeurs humaines. Et tout ça peut fusionner pour fonctionner. Mais ça ne fonctionnera que si on émet des vigilances. S'il y a des plans d'action à mettre en place, c'est qu'il n'y ait pas ce qui se produit par exemple avec le greenbashing, des sociétés du privé qui se disent « moi je fais un geste social, c'est valorisé en RSE et j'ai une belle image sociale, mais en même temps j'acquiers un nouveau marché et puis les produits sociaux, je vais les vendre cher. Ça me permettra d'avoir un nouveau marché économique. » Dans ces cas-là, non, le SS peut être plutôt le prestataire de cette partie sociale en intégrant l'entreprise privée. Donc, en cadrant tout ça, en contrôlant tout ça, les bonnes volontés sont apparues, les besoins ont exacerbé le fait qu'on a tous intérêt à travailler ensemble, on a tous à travailler à déclencher, à augmenter des valeurs qui nous motivent, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient humaines et sociales et solidaires, et peut-être qu'un jour on n'aura qu'une économie mais cette fois-ci beaucoup plus humaine. Merci Bruno pour ton intervention. Je vais conclure, si vous me permettez, l'échange, puisqu'on a largement dépassé le temps que nous avions prévu. Avant de vous remercier, j'aimerais juste dire qu'on s'est rendu compte que l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, a su répondre présente, a su être réactive pour faire face aux urgences générées par cette crise sanitaire et ses corollaires. Il y a de l'innovation de par les interventions, de par les actions, de par les dispositifs que vous avez proposés. Il y a de l'innovation également de par la façon dont vous êtes organisé en interne, mais également en externe. Tout cela a été possible grâce aux spécificités qui sont celles, les vertus, les valeurs, les fonctionnements de l'économie sociale et solidaire. Certes, il n'y a pas que ce côté, entre guillemets, vertueux, puisque bien évidemment, et on s'en est rendu compte, l'économie sociale et solidaire a également été impactée par ces problématiques de ralentissement d'activité, des problématiques de trésorerie, des problématiques de financement. Et à ce niveau-là, eh bien, les têtes de réseau se sont réunies. Casasso, mais également la CRES, Relais, également un certain nombre de difficultés, de doléances pour aider les structures auprès des agences bancaires qui ne comprennent pas toujours notre fonctionnement, notre langage. Donc là aussi, il y a eu des relais et j'espère qu'il y aura également un certain nombre d'avancées qui seront réalisées pour éviter que des entreprises de l'économie sociale et solidaire meurent. Mais la troisième thématique nous a permis d'entrevoir des lueurs d'espoir et aussi peut-être l'économie sociale et solidaire au regard de la réflexion globale qui est portée aujourd'hui au niveau de la Réunion, mais également au niveau de l'international, et bien de pouvoir inonder le secteur économique formel ou d'autres secteurs de développement. Et il y a déjà l'exemple à Amsterdam où je vous invite à aller voir la théorie du donut, qui est une théorie économique qui va être mise en œuvre par la ville d'Amsterdam pour reprendre son développement socio-économique à la suite du Covid et se donne jusqu'à 2025-2030 pour pouvoir véritablement mettre cela en œuvre. Et c'est pour une économie plus humaine et plus environnementale, comme tu me disais, Bruno. Et pour finir, du coup, je rejoins également Sandrine qui disait que maintenant, on a besoin aussi des théoriciens. Nous, théoriciens, on a besoin des chercheurs, on a besoin du terrain, de vous, des acteurs qui innovaient, qui vivaient l'économie sociale et solidaire au quotidien. On a besoin de partir de vous. Et c'est la raison pour laquelle ce premier webinaire, il vous a été consacré entièrement et totalement. On a dépassé le temps, mais on a besoin de se retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver, de pouvoir vous exprimer, ces espaces d'échange et de partage de connaissances. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous laisse le temps bien évidemment de le faire. Mais à nous maintenant, chercheurs, également avec vous,
et pour vous, eh bien, de modéliser d'une part tout cela, mais également, comme le disait Sandrine, il faut pouvoir évaluer l'impact social, l'utilité sociale pour donner un peu plus de valeur et valoriser ce que vous êtes en train de faire à différents niveaux. Et c'est la raison pour laquelle le prochain webinaire qui se déroulera dans une dizaine de jours, je vous avais dit qu'il y aura une série de webinaires qui sera mise en œuvre, et bien le prochain webinaire, ce sera, on invitera les théoriciens d'horizons différents, sociologues, économistes, gestionnaires, eh bien, à venir modéliser, à venir apporter leurs réflexions, leur pierre à l'édifice de l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire pour influencer des logiques, des modèles de développement plus sains et plus responsables. Je souhaiterais remercier l'ensemble de ceux qui nous ont suivis. Un petit coucou spécial à mes étudiants que j'ai vus dans l'Assemblée de la LPGOES, mais aussi à l'ensemble des intervenants qui ont répondu favorablement et qui nous ont donné de leur temps, malgré le planning hyper chargé que vous avez pour répondre à l'urgence sur le territoire et malgré le travail que vous avez. Merci à l'ensemble de tous ceux qui nous ont aidés à mettre en place ce webinaire, donc l'équipe de la CRES, bien évidemment, mais également l'équipe de l'Université numérique, à qui j'adresse mes sincères remerciements depuis la création de cette dynamique de Web TV. Je vous souhaite un bon confinement, gardez la pêche, bon courage à vous, et je vous donne rendez-vous lors du prochain webinaire dans 2 semaines, pas plus, et je vous présente mes salutations les plus solidaires. Merci beaucoup.